Alors, on a déjà beaucoup abordé la question de l'évolution de la parentalité ce matin, puisqu'on a déjà abordé la question de l'âge de procréer, et puis de la question de est-ce qu'il faut être vivant ou mort pour avoir un enfant grâce à la procréation médicale assistée. Mais moi, je vais donc m'intéresser à ce qui me paraît finalement peut-être la cause de l'évolution ou de la révolution de la parentalité aujourd'hui dans la société française et plus largement ailleurs. C'est la question de la contribution du tiers, la contribution officielle du tiers, donneur ou contributeur, qui aide à réaliser le projet parental d'autrui et qui me semble être vraiment, qui a porté en germe vraiment la remise en cause de la structure binaire de la parenté, un père et une mère, binaire et hétérosexuelle. Alors, je pense que tout a commencé, vous le savez, par le don de sperme, qui a été bon gré, mal gré, assimilé dans la société française, banalisé, parce que finalement, il était quand même, surtout dans l'esprit des femmes, comme le montrent plusieurs études anthropologiques, il était finalement assimilé à une relation sexuelle, et il restait quand même encore un peu de mystère qui était maintenu dans cette technique. Mais quand même, ce don de sperme qui a été difficile à accepter, mais qui maintenant est vraiment banalisé, ce recours à un don de sperme a, me semble-t-il, emporté avec lui la remise en cause de la structure hétérosexuelle, comme on le voit aujourd'hui, et sans doute aussi fait-il vaciller ce recours au don de sperme la structure binaire de la parenté, et c'est ce que j'essaierai de montrer. Alors, ce don de sperme, ce don de gamètes le don de gamètes a été conçu au départ, a été pensé, a été réfléchi uniquement à travers le prisme du don de sperme. Et on a finalement, vous le savez, en 1994, on en a déjà parlé, on a légitimé, légaliser le don d'ovocytes sans vraiment réfléchir, là encore, sur cette diffraction de la maternité qui était vraiment radicalement nouvelle, qui était sous-estimée, qui finalement était la conséquence naturelle, en quelque sorte, si on peut encore parler de naturalité, de la fécondation in vitro, et qui, me semble-t-il aujourd'hui, a introduit une division impensée de la maternité qui, je crois, a posé les linéaments de la gestation pour autrui, qui est finalement la configuration inverse, c'est-à-dire la possibilité pour une femme de donner ses ovocytes et de faire porter l'enfant qui en résulte par une autre femme. Donc la GPA me semble être aujourd'hui la figure dans laquelle la place du tiers, justement, ne peut plus être occultée. Et alors pas dans ce qui se passe ce que nous montrent les études sociologiques et anthropologiques, qui sont quand même assez nombreuses aujourd'hui, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, c'est la place que peut prendre cette femme porteuse dans une nouvelle forme de parentalité. Et qui repose la question de la place de ce tiers, de cette division entre deux mères, et qui aujourd'hui est peut-être une figure intéressante parce que ça a un effet de loupe sur la question de la maternité, et ça a aussi un effet de loupe sur la place de ce tiers. Et donc je voudrais ensuite terminer en conclusion pour peut-être tirer jusqu'au bout cette idée de la place du tiers, de ce qui remet en question la bilinéarité ou la structure binaire, c'est la question des coparentalités. Et vous verrez, je finirai sur une décision, non pas française, mais de la Cour supérieure du Québec, qui vient de vraiment inciter le législateur québécois, pas français, à réfléchir sur cette nouvelle triangulation. Alors, je voudrais rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, essayer de voir comment le droit français, sans jugement moral, peut-être en étant excessivement descriptif, peut-être que vous me le reprocherez, mais en tout cas, essayer de voir comment le droit français jongle, ordonne, organise trois choses. Donc, la substitution de la parenté sociale à la parenté biologique, à travers la question du don de sperme, et je me concentrerai sur la question du don de sperme dans les couples de femmes ou pour les femmes seules. Donc la question de la substitution, et ensuite la question de la succession de la parenté sociale à la parenté biologique dans la question de la gestation pour autrui. Et donc je dirais quelques mots de la pluriparentalité, c'est-à-dire de la concomitance de plus de 2 parents pour élever un enfant. Alors, sur la substitution, bien sûr, je l'ai déjà dit en introduction, dans le cas du couple hétérosexuel, ce don de sperme, Jean René l'a vraiment
dit, avec peut-être pas les mêmes mots que moi, il a considéré qu'effectivement c'était une structure qui avait été, qui mimait complètement la filiation naturelle, que ce don de sperme, de gamètes, avait été organisé pour qu'on puisse respecter la structure naturelle de l'engendrement, mais moi j'aurais tendance à reprendre la formule d'Irène Théry et de dire que c'est une façon d'organiser le ni vu ni connu, c'est-à-dire que la place de ce tiers est aujourd'hui complètement occultée et éclipsée par le droit, et vous savez que voilà, il y a quand même pas mal de jeunes nés de ces techniques de dons de gamètes qui aujourd'hui remettent en question cette idée de l'effacement des origines et qui réclament devant les tribunaux. Ils ont épuisé effectivement les voies de recours, donc ils se servent des décisions, des recours français pour aller ensuite dans la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a plusieurs décisions du Conseil d'État qui refusent la levée de l'anonymat, mais on sait que ça va être le marchepied pour saisir, et ils l'ont déjà fait, la Cour européenne des droits de l'homme pour demander si cette interdiction d'avoir accès aux origines est finalement contraire ou pas au droit de chacun d'avoir accès à son identité, droit que la Cour européenne, dans l'affaire Yegui et d'autres, a vraiment fortifié et auquel elle accorde une importance très grande. Mais je voudrais me concentrer sur le don de sperme dans les couples de femmes. Alors, je voudrais montrer, moi, qu'il y a plutôt une incohérence dans le droit français et que c'est, même s'il faut rester prudent, il me semble que cette incohérence devrait être levée. Alors d'abord, je voudrais rappeler, Jean-René, tu l'as cité, la décision du Conseil constitutionnel. Certes, cette décision dit que la situation des couples de femmes n'est pas du tout comparable à la situation des couples hétérosexuels. Et cette différence de situation justifie que la procréation médicale assistée leur soit refusée. Mais quand même aussi, dans cette décision, le Conseil constitutionnel nous dit que le principe, enfin le concept, le principe de la filiation bilinéaire, qui serait fondée sur l'altérité sexuelle, n'est pas un principe à valeur constitutionnelle. Le droit français ne connaît pas, dans sa tradition républicaine, l'idée, enfin le principe selon lequel un enfant devrait avoir nécessairement un parent, un père et une mère. Et donc il cite il y a de nombreuses exceptions dans le droit français, pour ne parler que de l'accouchement sous X ou du fait qu'une personne seule puisse adopter. Il y a de nombreuses exceptions qui donc montrent qu'il n'y a pas, un principe inscrit dans la tradition française de bilinéarité et lié à l'hétérosexualité de la structure parentale. Mais voilà, même si effectivement le Conseil constitutionnel a validé la loi de 2013 qui ouvrait le mariage aux couples de même sexe, mais qui laissait fermer la procréation médicale assistée, il me semble quand même, donc même si cette différence de situation est jugée tout à fait conforme aux principes constitutionnels français, il me semble quand même qu'il y a une forte incohérence, parce que, vous le savez, la loi de 2013 a donc permis, par un effet réflexe, lié au mariage, que la famille homoparentale puisse être d'une certaine manière reconnue, puisque à partir du moment où le couple de même sexe, parlant d'un couple de femmes, c'est plus facile, a pu avoir un enfant, l'autre, sa conjointe, peut l'adopter. C'était l'intérêt majeur de la loi de 2013. Je pense que les couples homosexuels ne se sont pas battus en 2013 pour pouvoir accéder au mariage, ils se sont battus pour avoir une reconnaissance de leur famille. Et donc, la loi 2013, les débats sont absolument clairs là-dessus, quand on regarde les travaux parlementaires. L'idée est bien de permettre à ces couples de même sexe d'avoir un enfant via l'adoption. Mais, et là encore, c'est très clair dans les débats parlementaires, on sait très bien que l'adoption d'un enfant par un couple de même sexe est très difficile, ou même l'adoption par une personne seule qui se revendiquerait homosexuelle est très difficile. Même si la Cour européenne des droits de l'homme impose qu'une personne seule, malgré son orientation sexuelle, puisse avoir un agrément à adopter un enfant, dans les faits, dans la pratique, on sait très bien que tous les pays aujourd'hui ressources en matière d'adoption internationale réservent les adoptions de leurs enfants à des couples hétérosexuels et ils demandent aujourd'hui des brevets, des attestations d'hétérosexualité pour les personnes seules.
Donc on savait très bien en 2013, quand on a voté la question de l'adoption, quand on a ouvert l'adoption de l'enfant du conjoint, que cet enfant, on ne disait rien sur la manière dont il était conçu, mais on savait très bien que ça ne serait pas un enfant adopté, soit en France, soit à l'international. On savait très bien, parce que déjà dans les pratiques, c'était le cas, et les débats parlementaires le disent explicitement, on savait très bien que l'enfant serait né d'un don de gamètes à l'étranger, et au cours des débats, justement, la question s'est posée de savoir si, lorsque l'enfant serait né d'un don de gamètes pratiqué à l'étranger, est-ce que l'adoption pourrait être refusée. Il y avait des amendements qui avaient été introduits par plusieurs députés pour pouvoir bloquer cette adoption, parce que ça serait l'adoption de l'enfant né d'un don de gamètes à l'étranger, puisque ces députés considéraient que ça serait une sorte de fraude à la loi française et que donc l'adoption n'aurait pas dû être possible. Tous ces amendements ont été rejetés par le gouvernement de manière très explicite. Donc l'idée était bien, en 2013, de finalement autoriser l'adoption de l'enfant du conjoint sans ouvrir l'AMP, et on savait très bien que le résultat était d'inciter les couples de femmes à aller recourir à un don de gamètes à l'étranger, en Belgique, en Espagne, ailleurs en Europe, et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, de revenir en France, la femme accouche, c'était invisible au regard du droit français, et de pouvoir ensuite, après mariage, demander l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a eu une flopée de décisions judiciaires de tribunaux de grande instance qui ont vraiment complètement avalisé l'esprit du législateur. Et puis, il y a eu quelques blocages, vous le savez. La Cour de cassation a été saisie pour avis en 2013, par deux tribunaux de grande instance qui, justement, ont posé la question que les députés s'étaient déjà posée en 2012-2013. Est-ce que cette adoption peut être prononcée dans la mesure où, finalement, c'est une façon d'encourager la fraude à la loi? Et est-ce qu'au nom de cette fraude à la loi, on va pouvoir sanctionner le couple qui a eu recours, le couple de femmes qui a eu recours, et refuser le prononcé de l'adoption. Et vous savez que que la Cour de cassation est venue en quelque sorte achever le travail du législateur, puisque la Cour de cassation en 2014 a dit que le recours à l'assistance médicale à la procréation sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'étranger ne faisait pas obstacle au prononcé de l'adoption. Donc elle est venue finalement finir l'œuvre législative qui était restée au milieu du gué en disant que, effectivement, cette façon de contourner la loi française qui avait finalement été ouverte par la loi 2013 était tout à fait acceptable et valable. Donc, est-ce que aujourd'hui, on peut rester dans cette forme, me semble-t-il, d'incohérence du droit, où d'un côté, on vient permettre à des couples de femmes d'avoir recours à un enfant, on leur permet cette forme de reconnaissance, mais on leur dit, la conception de l'enfant, en revanche, on ne s'y intéresse pas, allez donc le faire à l'étranger, et vous reviendrez ensuite. Alors, non seulement, et l'Académie de médecine a rendu un rapport il y a quelques années sur tous les risques liés au fait que ces femmes ne puissent pas être suivies en France et tout le stress et les problèmes financiers qui étaient liés. Mais bon, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Mais il me semble que justement, il y a d'autres problèmes qui se posent et qui sont que cette façon de finalement poser en deux temps la filiation, il y en a une qui est mère, voilà, ex ab initio par l'effet de la loi parce qu'elle a accouché, et l'autre, elle va donc devoir se marier, il faut que les femmes soient mariées, et elle va devoir demander une adoption. Et bien sûr, le problème, c'est quand le couple se sépare, ou le couple n'est pas marié, ou le couple se marie et se sépare avant que l'adoption puisse avoir lieu. Évidemment, les cas se sont déjà posés puisque les couples de même sexe se disputent, se séparent et divorcent de la même manière que les couples hétérosexuels. Donc, ces questions se sont posées assez vite et assez récemment. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que pour des cas qui étaient soit avant la loi de 2013, soit après, les juges ont continué à essayer de trouver des solutions
pour accorder à la seconde mère, à la mère sociale, des droits qu'elle n'avait pas parce qu'elle n'avait pas pu se marier avec la mère légale ou elle s'était séparée. Et je trouve qu'il y a 2 arrêts très intéressants rendus par la Cour de cassation, le 4 janvier 2017 et le 13 juillet 2017, donc 2 arrêts récents, où la Cour de cassation, justement, fait une place au parent social, donc ce parent qui n'a pas pu adopter l'enfant, donc qui n'est rien pour le droit, puisque le couple s'est séparé. Et dans ces deux affaires, dans un cas, la Cour de cassation valide une délégation d'autorité, une délégation partage d'autorité parentale. Et elle dit que dans le premier cas, la délégation d'autorité parentale avait été prononcée au moment où les femmes vivaient ensemble. Au moment où elles se séparent, alors qu'elles ne sont pas mariées, que l'enfant est né, évidemment, la question se pose de savoir si ça va être maintenu. La mère biologique et la mère sociale se sont disputées. La mère biologique a complètement empêché la mère sociale, qui a pourtant vécu plusieurs années avec cet enfant, de voir cet enfant et demande à un retrait de la délégation, une annulation pardon, de la délégation d'autorité parentale. Et la Cour de cassation considère que on ne peut pas révoquer ad nutum, justement, on ne peut pas se délier ad nutum de cette délégation d'autorité parentale et que malgré la séparation des 2 mères, eh bien, cette délégation doit être maintenue. Et c'est le même raisonnement qui inspire la Cour de cassation le 13 juillet 2017 à propos non pas d'une délégation d'autorité parentale, mais à propos de la reconnaissance d'un droit de visite et d'hébergement pour le parent social, ce parent qui n'avait rien et qui se voyait refuser tout accès à l'enfant. Donc on a quand même l'impression, quand on voit aussi bien l'avis de la Cour de cassation que ces décisions de la Cour de cassation, que les juges se saisissent des outils qu'ils ont, surtout dans ces 2 décisions, qui sont en rupture avec ce qui se passait avant dans la jurisprudence. On a quand même l'impression qu'il y a une faveur de la part des juges pour essayer de trouver une solution pour inscrire, stabiliser la filiation, ou en tout cas des droits parentaux, ou en tout cas favoriser les relations de la mère sociale avec l'enfant, et que cette figure du parent social est en train finalement de percer et de se consolider en jurisprudence. Alors, je pense que c'est d'autant plus cette interprétation, je me trompe peut-être, mais cette interprétation que je juge favorable à justement une reconnaissance du statut juridique du parent social, donc une reconnaissance qui serait liée à l'ouverture de l'AMP au couple de même sexe. J'ai fait une recherche avec un sociologue et une anthropologue il y a 2 ans pour le GIP Justice. On est allé interroger un certain nombre de familles et surtout des magistrats qui avaient eu à rendre des décisions d'adoption dans ces situations. Et vraiment tous nous ont fait ressortir ce malaise qui est ressenti de ne pas pouvoir, de devoir passer par une adoption pour finalement reconnaître à la seconde mère un statut. Et ils étaient bien sûr conscients du danger, de la précarité du statut de la mère sociale si elle s'est séparée de la mère légale avant. Donc, il me semble que le projet gouvernemental, je ne sais pas quel il sera, je ne sais pas si effectivement l'AMP sera ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, mais si c'est ouvert, il me semble que ce qui est très important, c'est que le droit aille jusqu'au bout de la réforme et prévoit effectivement un établissement concomitant, comme l'a fait la Belgique, comme l'a fait l'Espagne, comme l'a fait le Royaume-Uni, même si on peut juger qu'ils sont moins disants que nous, mais je ne le pense pas. On pourrait aller effectivement dans ce sens-là et reconnaître une filiation une filiation par l'effet de la loi, à cette seconde mère. Alors, il me reste 7 minutes. Bon, je voudrais quand même aussi marquer les incohérences dans la deuxième, ce que j'appelle les successions des fonctions, dans le cadre de la gestation pour autrui, succession des fonctions, parce qu'il y a une première femme qui porte, une première femme qui a des fonctions de maternité biologique, qui va ensuite transférer ses droits à une autre mère, une mère d'intention ou à un autre parent d'intention. Bon, je ne reviens pas sur les décisions qui ont déjà été commentées. Vous savez donc, on l'a vu ce matin, qu'aujourd'hui, on ne peut transcrire que l'acte, quand l'acte de naissance est établi à l'étranger et qui fait figurer le nom des 2 parents d'intention. Admettons que ce soit un couple hétérosexuel, donc le père biologique et la mère d'intention. Si c'est un couple homosexuel, les 2 parents d'intention. Vous savez que la Cour de cassation en dit en 2015 puis en 2017 qu'on ne pouvait transcrire que
la mention qui était conforme à la réalité, que le nom du père biologique, et donc la mère d'intention, celle qui n'a pas accouché de l'enfant, ou le père d'intention, le second père, devrait adopter l'enfant, et c'était une condition, enfin, c'était à cette condition qu'il y ait une adoption possible que le droit au respect de la vie privée de cet enfant pouvait être garanti. Alors, là encore, même chose. Le second parent, la mère d'intention, qui est engagée au même titre que son mari, ou le père d'intention, qui est engagé au même titre que son conjoint dans ses aventures que sont les gestations pour autrui, vont devoir finalement procéder comme les couples de femmes, c'est-à-dire demander une adoption, et donc être finalement une filiation, je ne dirais pas au rabais, mais quand même qui est hiérarchiquement subordonnée à l'accord, toujours, du parent légal. Donc le père, le géniteur, qui lui voit sa filiation automatiquement transcrite. Donc, par exemple, c'est sur ce risque que le père légal ne donne pas son consentement à l'adoption, ou que le parent d'intention ne finalement dise finalement cet enfant j'en veux plus, je le délaisse et ne demande pas cette adoption. C'est sur ce fondement que la Cour fédérale de justice, dans une affaire tout à fait similaire à celle auquel la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation a été confrontée, a dit qu'il valait mieux faire une reconnaissance directe du nom des deux parents. À partir du moment où les deux étaient engagés et avaient pris leur responsabilité de la même manière, si on transcrivait l'un, on devait transcrire l'autre pour éviter qu'il y ait une espèce d'incertitude sur la filiation du second, sur le lien de parenté entre le parent d'intention et l'enfant. Ce n'est pas la voie qu'a choisie la Cour de cassation, et donc, vous le savez, la seule possibilité, c'est l'adoption. Donc, est-ce que les juges vont admettre ou pas cette adoption par le parent d'intention de son propre enfant, on peut dire, de l'enfant en tout cas qu'il a contribué au maître monde. Et là, comme l'avait pressenti Madame Salvagerès, qui avait annoncé une sorte de cacophonie ou de contradiction judiciaire, qu'elle avait anticipé ça, c'est effectivement ce qui est en train de se passer, puisque, avoir fait après une petite étude sur ces questions-là, il y a un certain nombre de décisions qui ont admis l'adoption plénière, ou au moins l'adoption simple, de l'enfant par le parent d'intention marié au parent légal, et puis, et ces décisions ne sont pas connues, donc à Montpellier, Cour d'appel de Pau, TGI de Paris, TGI de Grasse, du 11 avril 2007, qui ont admis sans problème l'adoption plénière, et puis il y a des décisions qui l'ont refusée, et en particulier une décision commentée, qui n'est pas passée inaperçue, de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 2018, qui, elle, a refusé, sans doute parce que finalement, pour des motifs assez critiquables, en tout cas, sans qu'on comprenne vraiment quelles étaient les motivations, à considérer que les données qui étaient en sa possession ne lui permettaient pas de voir si vraiment l'adoption par le parent d'intention était conforme à l'intérêt de l'enfant. Je pense quand même que derrière, comme une ombre ou comme un fantôme, il y a la question de la gestation pour autrui qui pose quand même un problème, parce que même si cette adoption cherche à blanchir la gestation pour autrui, on sait bien qu'elle est derrière, et que quand même ce qui pose un problème pour les juges, c'est finalement cette régularisation, alors que la gestation pour autrui continue d'être un interdit en droit français. Donc, non seulement il y a cette espèce de cacophonie, de contradiction, donc une imprévisibilité totale des solutions, selon qu'on se trouvera à Montpellier, à Pau, à Paris ou à Grasse, mais en plus, le TGI de Nantes, dont vous savez que ce TGI est très important, puisque tous les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger passent par ce circuit, puisque le service de l'état civil des personnes nées à l'étranger est à Nantes, eh bien le TGI de Nantes fait résistance, et actuellement considère que la solution de la Cour de cassation n'est pas la bonne. Il ne faut pas passer d'abord, il ne faut pas couper l'acte de naissance en transcrivant que le père biologique et demander l'adoption ensuite pour le parent d'intention. On considère qu'on doit transcrire les deux tout de suite. Donc, dans une décision très récente du 8 mars 2018, le TGI de Nantes rompt avec la ligne indiquée par la Cour de cassation et finalement considère que la transcription est la seule voie qui respecterait, comme l'a expliqué M. Lucas Masson, que ça serait la seule façon de reconnaître pleinement une harmonie internationale, de considérer que les actes de l'état civil étranger, à partir du moment où
la gestation pour autrui n'est plus contraire à l'ordre public, c'est ce que nous a dit la Cour de cassation en 2015 puis en 2017. À partir du moment où il n'y a plus d'obstacle de l'ordre public, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas transcrire le nom des deux parents d'intention. En l'occurrence, c'était une hypothèse que la Cour de cassation n'avait pas envisagée, puisque c'était le nom de deux parents, le nom les parents d'intention qui figuraient sur l'acte de naissance étaient deux personnes de même sexe, c'était donc un couple homosexuel d'hommes. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle motivation que le TGI de Nantes ici a fait prévaloir, c'est le système d'équivalence et d'analogie très propre au droit international privé. Et en tout cas, voilà, on peut dire quand même que le tableau est très contrasté et on ne sait pas très bien finalement quelle va être l'issue et comment établir la filiation de l'enfant par rapport à son second parent. Et donc, pour conclure, il me reste 3 minutes, je voudrais réfléchir avec vous, parce que c'est peut-être plus de la prospective qu'autre chose, à la question de la pluriparentalité. Si finalement, le fait que deux personnes de même sexe puissent avoir un enfant est finalement quelque chose qui peut-être nous heurte, est à rebrousse-poil, est-ce que finalement la solution pourrait être de permettre à plusieurs personnes de s'associer pour avoir un enfant? Je suis un peu provocatrice, mais je le fais exprès parce qu'il y a des décisions déjà en France, quelques-unes, et puis surtout une décision très remarquable de la Cour du Québec. Donc, est-ce qu'il serait possible que deux femmes et deux hommes se mettent ensemble, s'associent pour avoir un enfant ensemble? L'enfant aurait des parents, les parents légaux seraient la mère qui a accouché, le père serait celui qui a donné ses gamètes, d'une manière ou d'une autre, on ne rentrera pas dans les détails. Et est-ce qu'il serait possible que la conjointe ou la compagne ou le conjoint ou le compagnon puisse avoir une fonction parentale? Alors, avant 2013, j'ai trouvé des décisions très intéressantes en matière de partage de l'autorité parentale, où justement les juges du fond avaient à cœur de respecter le projet parental à trois. Donc il y a des décisions, par exemple une décision du TGI de Marseille du 10 juin 2013, ou un jugement du TGI de Paris du 22 février 2013, où on voit que la délégation d'autorité parentale est utilisée non pas pour finalement permettre que l'enfant ait un second point de référence parce qu'un parent serait défaillant, il n'y en aurait qu'un, l'autre serait absent, mais au contraire pour essayer d'organiser à trois, de donner à la compagne de la mère des droits d'autorité parentale via une délégation d'autorité parentale pour que chacun trouve une place, et ils insistent bien sur le fait que dans ce cas-là, aucun des parents n'est défaillant, donc ils sont conscients d'être d'une certaine manière dans leur esprit dérogatoire par rapport peut-être à la loi 2002 qui a introduit cette délégation d'autorité parentale, mais ils le prononcent quand même. Et donc je voudrais finir dans la demi-seconde qui me reste, si j'arrive par vous lire ce que la Cour supérieure du Québec, très très récemment, le 23 avril 2018, pose comme question. Les faits sont les suivants. Deux femmes sont mariées, elles souhaitent avoir un enfant. Elles souhaitent avoir un enfant avec quelqu'un qu'elles connaissent. Elles mettent une petite annonce sur un journal. Elles rencontrent Monsieur M, qui lui est en couple avec un autre homme, qui se décrit comme bisexuel. Il souhaite avoir un enfant et devenir père. Les trois se rencontrent. Ils conviennent, comme dit de manière pudique le juge, de procéder de façon tangible vers leur objectif. Bon, un enfant né. De cette façon tangible de faire des enfants. Et à ce moment-là, donc le nom des deux femmes figure sur l'acte de naissance, comme c'est possible depuis 2005 au Québec. Elles sont co-mères, puisqu'elles se sont engagées ensemble à avoir cet enfant. Mais le père, dont on ne sait pas très bien, parce que le tribunal, le juge y revient, c'est un juge unique, s'il y a eu des relations sexuelles ou si ça a été une procréation artisanale, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, cet homme veut absolument, et c'était son projet parental, il avait dit qu'il voulait être père. Il voulait participer à l'éducation de cet enfant. D'autant que, je ne sais pas si on peut dire cerise sur le gâteau, l'une des femmes était en parcours de transition, était en train de devenir un homme, et que finalement, l'enfant considérait que son père, c'était plutôt son géniteur et non pas son ex-mère. D'accord ? Alors, ce que nous dit, avant de raisonner en droit, je vous lis quand même ce que le tribunal dit. Il est un juge unique. Le rôle du tribunal n'est pas de légiférer. Il ne promulgue pas les lois, mais les applique. Cela dit,
Ce cas illustre l'utilité de moderniser la situation québécoise quant à la triparentalité, et le tribunal invite le gouvernement québécois à réfléchir de nouveau à la reconnaissance de la triparentalité ou de la pluriparentalité à 4, et ce, pour le meilleur intérêt des enfants mineurs, comme l'enfant en question. Alors, bien sûr, après cet appel au législateur, le juge raisonne en droit et finalement a considéré que c'était le géniteur qui devait l'emporter sur la filiation établie à l'égard de la seconde mère qui était devenue un père. Mais voilà, je pense que cette question, et peut-être celle aussi, en tout cas dans les débats actuels, la question de la coparentalité, de la pluriparentalité, doit être posée et ne peut plus être ignorée. Voilà. Bien. Merci Madame pour avoir mis donc le doigt, si je puis dire, sur les incohérences du système et surtout sur les divergences de jurisprudence qu'il entraîne, des solutions peut-être qui nous viendront du Québec ou d'ailleurs, ou peut-être d'une harmonisation européenne, on pourrait l'imaginer aussi, même si on en est loin.